Anne-Laure Paty et Colline Blaison, on fait partie de la société Cycle Up. On va vous faire une présentation, on a 1 heure, enfin un peu moins d'1 heure ensemble, mais on va essayer de faire une présentation assez synthétique. On va prendre 20-30 minutes pour vous présenter ce qu'on fait, histoire de prendre le temps de questions-réponses pour la suite. L'idée étant de vous présenter les activités de la société, notre méthodologie, la manière dont on entend le réemploi, c'est quoi le réemploi pour nous, et ensuite des retours d'expérience sur des projets pour que vous voyez concrètement comment nous on intègre le réemploi des matériaux dans le bâtiment. Voilà. Alors, je déroule. Histoire de recontextualiser un petit peu de quoi on parle aujourd'hui quand on parle de réemploi et on va dire plus globalement de déchets, puisque nous le principe du réemploi c'est d'arriver à garder le matériau en statut de matériau et de le sortir du statut de déchet. Mais disons que c'est une pratique qui est assez innovante et les matériaux que nous on réemploie avant étaient historiquement des déchets, on va dire. Et donc du coup, le secteur, si on prend le secteur, les enjeux autour du déchet, il faut savoir que le secteur du bâtiment, donc bâtiment de travaux du public, on parle bien des BTP, c'est le plus gros pourvoyeur de déchets en France. On parle de 250 millions de tonnes, donc quand on dit bâtiment TP, c'est bâtiment, mais c'est aussi les routes, les ponts, enfin c'est tout confondu. Et donc c'est 70% de la production de déchets, donc plus des 2 tiers des déchets en France. Donc on parle quand même d'un gisement qui est assez conséquent, donc l'effet levier aussi de travailler sur ces matériaux, il est forcément important. Donc on a vraiment une mainmise sur un gisement qui est aujourd'hui conséquent. De plus, il faut savoir que les enjeux en termes réglementaires législatifs sont de plus en plus contraignants, puisqu'on va avoir une TGAP, enfin une taxe sur les activités pollueurs qui augmente, donc ça va devenir de plus en plus intéressant aussi de sortir les déchets des bennes pour pouvoir justement faire du réemploi. En termes aussi de territorialité, alors pour les Pays de la Loire, je ne sais pas exactement, mais je travaille aussi sur la Bretagne, on a aussi un objectif de 0 déchet Bretagne 2040 par exemple, donc du coup l'idée étant justement de sortir un maximum de déchets de la benne. Donc voilà, plus d'autres réglementations dont on va parler après, tout ça étant, il fait que le secteur devient de plus en plus contraignant et donc oblige les acteurs à se positionner sur ces sujets. 70%, j'en ai parlé. Évidemment, on parle aussi d'une forte importance d'extraction et d'importance sur les matériaux qui vont devenir de plus en plus compliqués, de plus en plus chers. Donc du coup, on a aussi ces enjeux-là. Et enfin, quand on parle de carbone, quand on parle des matériaux pour la construction, c'est 56% de l'impact d'un bâtiment. Donc forcément, travailler aussi sur ces matériaux, c'est un impact en termes carbone, mais on pourra y revenir après. Alors, nous, notre objectif pour la société Cycle Up, c'est vraiment... On a une solution globale, on va vous montrer les activités qu'on fait derrière, mais notre objectif, c'est de trouver une deuxième vie aux matériaux et produits de construction. Donc c'est une structure qui a plus de 4 ans et demi d'existence aujourd'hui, donc on a un retour d'expérience qui commence à être conséquent, on va vous montrer les chiffres après. Donc nous on est vraiment là aujourd'hui pour l'idée de massifier, c'est-à-dire on ne veut pas faire de l'épicerie, aujourd'hui on a vraiment envie de créer des filières, d'aller chercher du gisement et de faire du volume. Donc notre objectif maintenant via cette solution, c'est d'être présent sur différents secteurs et différents niveaux de la chaîne, vous allez voir après, et justement pour pouvoir être dans l'économie de demain, c'est-à-dire que d'ici 5 ans on se dit bah voilà, on est en capacité, on a créé des filières et on ne va pas mettre 5 sanitaires en réemploi, on parle de filières de 5 000, 10 000 sanitaires sur toute la France. Je sais plus, je continue, je sais plus où. Alors les quelques chiffres qu'on peut vous donner, donc je vous parlais de 4 ans et demi d'existence. On est aujourd'hui 45 salariés. On continue à recruter, donc on a une croissance assez importante. Moi, je suis arrivée il y a 1 an et demi, on était une petite vingtaine, donc voilà, c'est une société qui continue à grossir. Voilà, l'historique, c'est plus de 230 projets accompagnés. On a diagnostiqué, on vous parlera du diagnostic ressources après et PEMD, plus de 2 millions de mètres carrés. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un retour d'expérience qui commence à être assez intéressant sur le réemploi, l'économie circulaire en général, et que voilà, on continue notre parcours. Ça, c'est pour les chiffres aussi de la marketplace, puisqu'on vous expliquera dans nos missions. On a un site en ligne et donc du coup voilà, on a des commandes, un montant global un volume de commandes qui a augmenté depuis l'année dernière. On a vendu plus de 50 000 produits sur plein de catégories tout corps d'état confondu, donc du coup on est vraiment sur plein de typologies de produits, donc a permis d'éviter 640 tonnes de déchets et voilà 4 000 tonnes de CO2 et de générer aussi des économies euros, puisqu'effectivement le réemploi, les matériaux en réemploi sont aussi moins chers que les matériaux en neuf, et donc ça permet une économie pour la maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir vendre ces matériaux. Voilà, je vais passer la parole à Colline du coup sur les solutions, donc nos différents métiers.
Bonjour à tous. Donc, l'idée de CycleUp, c'est de se positionner en tant qu'outil et conseil et étude pour pouvoir développer le réemploi dans la construction. Parce que on s'est rendu compte, moi j'ai fait du conseil en développement durable sur des projets immobiliers pendant quelques années, notamment dans des projets immobiliers qui étaient dans des démarches environnementales. Et finalement, les démarches environnementales traitaient sur la partie déchets seulement le recyclage. Il y avait aucun objectif qui était mis en place pour éviter la production de déchets, mais simplement pour mieux les traiter. Donc on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait mettre en place des solutions pour permettre aux acteurs de mettre en place une démarche de réemploi dans leur projet. Et ça, le premier outil qu'on a identifié qui était manquant, c'est une plateforme qui permette de mettre en avant les matériaux qui sont disponibles sur les projets pour ceux qui rechercheraient ces matériaux. Et donc c'est là qu'on a développé cette plateforme qu'on appelle Marketplace, parce que c'est une plateforme d'échange entre professionnels du BTP. Et nous, la partie business model là-dessus, c'est qu'on prend une commission sur le prix de vente. Donc s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. C'est quelque chose qui a donc un coût très faible pour les utilisateurs et qui permet de mettre en avant les produits et matériaux de construction qu'on peut avoir sur ces opérations. En plus de ça, donc on a développé cette plateforme il y a un peu plus de 4 ans maintenant. On s'est assez vite rendu compte que les acteurs du bâtiment n'étaient pas encore prêts, parce que les pratiques sont très ancrées et n'étaient pas encore prêts à utiliser la plateforme de manière autonome. Donc on a développé des prestations de conseil et d'études, et ça passait notamment à l'époque par un diagnostic ressources, qui était finalement un inventaire des produits, équipements, matériaux potentiellement réemployables qu'on peut retrouver sur les projets. Et donc, suite à cet inventaire, on mettait en ligne les matériaux qui étaient toujours contenus dans le bâtiment, donc c'était avant les travaux, hein. On mettait en ligne les matériaux sur la plateforme CycleUp, et on disposait de la période d'étude ou de passation des marchés avec les entreprises de travaux pour trouver des preneurs. Et au moment où l'entreprise est sélectionnée, on sait quels sont les matériaux qu'on trouvait preneurs, et du coup, on organise la dépose et la reprise de ces matériaux. Mais tous les matériaux qui n'ont pas trouvé preneur, l'idée, c'est de ne pas engager des frais de dépose importants, des frais de stockage importants, et de les passer en gestion des déchets de manière plus traditionnelle. Donc cette première étape de diagnostic ressources, maintenant, elle s'est transformée en diagnostic PEMD, puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais l'État a évolué sur la partie diagnostic déchets, qui est en train de devenir un diagnostic PEMD. Ce n'est pas encore obligatoire. On attend encore l'arrêté qui va nous donner la date à laquelle ça sera obligatoire, mais il y a beaucoup de maîtrises d'ouvrage qui commandent maintenant des diagnostics PEMD et qui anticipent le sujet. Et donc PEMD, ça veut dire produits, équipements, matériaux, déchets. Et donc finalement, avant c'était simplement un diagnostic déchets, maintenant ça devient un diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Ça sous-entend qu'il intègre la partie ressources, et qu'en fait dans un diagnostic, on différencie ce qui est de l'ordre du déchet et ce qui est de l'ordre du réemploi et ce qui pourra avoir une seconde vie. Et donc en plus de ces études, de ce diagnostic, il y a tout un accompagnement des études, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage, pour rédiger un programme qui intègre des objectifs de réemploi et d'économie circulaire, ou côté maîtrise d'œuvre, où on va réaliser des études de faisabilité sur la réemployabilité des matériaux, sur les tests à effectuer, sur la validation des performances techniques. Et donc on peut intervenir comme ça avec plusieurs casquettes sur l'ensemble des projets, que ce soit à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'aménagement. En plus de la plateforme numérique, on s'est rendu compte qu'on avait besoin du physique. La plateforme numérique, c'est bien parce que ça permet de traiter une masse importante de matériaux, mais il faut du physique pour pouvoir temporiser en termes de planning, pour pouvoir nettoyer, reconditionner. Et donc on a développé une plateforme physique aujourd'hui en petite couronne parisienne, et on a vocation à en développer d'autres. On est en train d'en développer une autre à Lyon, on en développera probablement une autre à Rennes, mais tout ça en partenariat. À Paris, on l'a fait avec un des constructeurs. À Lyon, on est en train de le faire avec un cureur spécialisé dans la dépose sélective. Et donc l'idée, c'est de créer des partenariats autour des grosses agglomérations où il y a beaucoup de réhabilitation ou de déconstruction, reconstruction. Donc on a le numérique, on a le physique, et autour du numérique, il y a l'application Diaguide qu'on a développée pour les besoins de notre équipe pour faire des diagnostics ressources, qui est aujourd'hui commercialisée et que n'importe quel acteur
du diagnostic ou de l'inventaire, ou même des entreprises qui veulent faire un inventaire peuvent utiliser. On a une connexion avec la maquette numérique BIM, donc si vous avez un projet rénové ou en neuf qui est BIMé, vous pouvez plugger sur la maquette pour savoir quels sont les matériaux qui sont disponibles et qui peuvent alimenter votre projet. Et puis il y a tout le suivi des ventes, ce qui permet derrière d'avoir une comptabilité carbone aussi. Donc derrière, c'est des choses qui sont intéressantes, notamment dans le cadre des démarches environnementales ou dans les démarches initiées par les maîtres d'ouvrage ou par d'autres acteurs. En termes de méthode, pour rentrer un peu plus dans le concret, juste avant la méthode, on va reparler du vocabulaire parce que c'est pas forcément évident pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu. Je vous ai mis 3 définitions: réemploi, réutilisation, recyclage. En fait, quand je dis réemploi, je parle toujours de réemploi, réutilisation. Donc là, vous avez l'exemple de la porte. Si on réemploie une porte, on va la réemployer en tant que porte, tout simplement. La réutilisation, ça veut dire qu'on va transformer l'usage initial sans pour autant passer dans un processus industriel. Et donc là, en l'occurrence, c'est le pavillon circulaire qui a été commandé par la ville de Paris à Encore Heureux, qui sont des architectes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet du réemploi. Et en fait, ces portes, c'est des portes en bois massif qui viennent d'un bailleur social, la RIVP, qui ont été utilisées pour faire l'habillage de ce pavillon. Donc ça, c'est un réemploi qui se veut démonstratif pour sensibiliser les acteurs. Mais nous, l'objet du réemploi sur lequel on travaille au quotidien, c'est un réemploi qui ne se voit pas, c'est-à-dire réintégrer des matériaux qui répondent aux caractéristiques demandées par la maîtrise d'ouvrage, où ça ne se voit pas que c'est un matériau de réemploi et qui ont une durée de vie potentielle restante. Et puis le dernier point, c'est le recyclage. Et là, le matériau devient un déchet et part dans un processus de traitement pour faire une matière première secondaire qui est intégrée pour produire un nouveau produit. Donc nous, on va surtout parler de réemploi, réutilisation. Et évidemment, sur nos prestations de conseil en AMO économie circulaire, on priorise ces 2 étapes-là et ensuite on travaille sur le recyclage pour tout ce qui n'est pas réemployable. Et donc là, vous avez un territoire sur lequel vous avez... nous, on travaille sur ces 3 axes-là qui sont... le premier axe qui est le plus facile en termes de réemploi, c'est le réemploi ex situ. Et donc la plupart des maîtres d'ouvrage qui commencent s'engagent dans ces démarches-là de réemploi ex situ, c'est-à-dire au lieu de produire que du déchet, je vais faire en sorte que certains matériaux soient réemployés. Donc ça va passer par ce diagnostic PEMD ou diagnostic ressources, et puis l'identification de preneurs, la dépose sélective et la reprise des matériaux par d'autres personnes pour d'autres projets. Le deuxième niveau, une fois que le maître d'ouvrage a un peu expérimenté le réemploi ex situ, c'est le réemploi in situ. Et là, ça signifie que l'équipe de maîtrise d'œuvre va réfléchir à des solutions de réemploi ou de réutilisation sur le site. Donc il y a énormément d'exemples. Par exemple, des pierres agrafées de façade peuvent être déposées pour pouvoir changer l'image du projet, enfin parce qu'il y a un souhait de changer l'image du projet, ces pierres vont être déposées, vont être redécoupées, vont faire un parement au sol intérieur, ou alors ça va être concassé pour faire un granito. Donc ça, c'est des solutions que nous, suite à notre diagnostic, on va proposer des solutions qui existent, et ensuite, souvent, c'est la maîtrise d'œuvre qui s'empare du sujet, et nous, on est en support technique, si besoin, pour vérifier la faisabilité des différentes solutions. Donc on parle de la pierre, mais ça peut aussi bien être sur des matériaux très simples, type vasque, sanitaire, ou de l'habillage mur à l'intérieur. Après, dans le tertiaire, il y a des choses qui se font beaucoup dans le réemploi, notamment les dalles de faux plancher, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la première filière de réemploi qui est sortie en France grâce à Mobius et aussi grâce à un maître d'ouvrage qui a fait une énorme commande de 20 000 m² de dalles de faux plancher il y a 3 ans maintenant, et qui a permis à la filière de se monter en fait. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est l'approvisionnement extérieur, où là, l'idée, ça va être de se dire, sur mes projets de rénovation ou mes projets neufs, au lieu d'intégrer 100% de matériaux neufs, je vais demander à ce qu'il y ait certains matériaux qui soient issus du réemploi.
Et donc ça, c'est dans une démarche de diminution de la production de déchets, mais surtout de diminution de l'impact carbone. Et quand on a des nouvelles réglementations type RE 2020 qui se mettent en place, ça permet de répondre aux enjeux de la réglementation. Et dans les méthodes de calcul de la RE 2020, un matériau réemployé vaut 0. Donc ça a d'autant plus d'intérêt de faire ce travail-là. Et l'État a souhaité simplifier les choses en disant ça vaut 0. En réalité, ça vaut peut-être 1, 2 ou 3% de l'impact carbone d'un matériau neuf. Mais comme c'est assez anecdotique, dans ces premières années de lancement, il simplifie les choses. Donc là, vous avez, selon ces 3 axes, les étapes à mettre en place en fonction des différentes phases d'études et de travaux. Il y a un 4e axe que je ne vais pas forcément approfondir, mais qui est hyper important, qui est concevoir en vue de la rénovation ou de la déconstruction future, de manière à ce que l'ensemble des éléments soient réemployables ou réutilisables. Mais si on se concentre sur les 3 premiers axes, vous avez donc à la phase de diagnostic pour l'approvisionnement extérieur, un inventaire des matériaux sur le territoire à faire. C'est-à-dire que sur un territoire donné, vous avez différentes typologies de matériaux. Ça peut dépendre de la spécificité du territoire. En Bretagne, on peut trouver énormément de granit, par exemple. Dans des régions qui sont très urbanisées avec beaucoup de tertiaires, et ben on va avoir beaucoup de matériaux issus des projets de bureaux, par exemple. Donc c'est bien de connaître le territoire, de connaître les acteurs qui existent déjà. Parfois, il y a certaines filières qui sont en place pour pouvoir prescrire dans le projet des matériaux qui soient en cohérence avec les matériaux disponibles. Ensuite, sur la partie réemploi in situ et valorisation ex situ, là, ça passe nécessairement par ce diagnostic ressources ou PEMD, qui est donc le PEMD réglementaire. Donc, vous pouvez faire une pierre deux coups aussi en réalisant ce diagnostic PEMD, qui va permettre d'avoir un catalogue de matériaux disponibles sur le projet et derrière de pouvoir arbitrer sur « Ok, je décide de les conserver pour mon projet, de les transformer pour mon projet ou alors de les déposer, enfin de faire en sorte de trouver des preneurs et de passer notamment par CycleUp pour trouver des preneurs. » Et donc, sur le réemploi ex situ, vous avez l'identification des filières de valorisation. Donc là, nous, localement, on va activer les personnes qui sont présentes et sur le territoire et qui peuvent récupérer les matériaux. Et puis, on va prendre, comme je disais tout à l'heure, le temps d'étude pour trouver ces preneurs et organiser la dépose au moment où l'entreprise est identifiée. Donc il y a évidemment dans le programme la définition des objectifs programmes qui vont découler des diagnostics faits en amont. Les études de FESA sur l'approvisionnement extérieur et le réemploi in situ. La validation technique et assurantielle des solutions. Donc on travaille nous avec l'ensemble des bureaux de contrôle de la place qui ont tous des spécialistes sur le sujet et qui veulent faire avancer les choses. Donc on trouvera toujours des points de déblocage sur le sujet parce que pour l'instant il n'y a pas de pratique validée sur le matériau de réemploi par les assureurs et les contrôleurs techniques. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et puis on consulte les entreprises à la fois pour faire le curage, donc ça sous-entend la dépose sélective et le conditionnement, ou alors la dépose sélective et la préparation à la remise en œuvre, ou alors simplement la remise en œuvre des matériaux. En phase travaux, évidemment, il y a un suivi de chantier pour s'assurer que les matériaux sont bien déposés, bien reconditionnés, bien reposés. Il y a évidemment le suivi des enlèvements pour le réemploi ex situ et à la fin on termine par un bilan économique, social, environnemental et aussi méthodologique et technique entre les différents acteurs pour savoir si on a bien atteint nos objectifs et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas atteints. Voilà pour le déroulé de la méthode. Sur les différents outils qu'on a en place, je vous en ai un petit peu parlé. Là, on va rentrer principalement dans le sujet de la plateforme physique, je vais vous en parler un peu. Et en plus, sur les sujets dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a mis en place des formations assez tôt. Aujourd'hui, on en a à peu près une par trimestre, donc qui a lieu soit à distance, soit dans nos bureaux à Paris. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs, soit bureaux d'études, soit maîtres d'ouvrage, qui nous commandent aussi des formations spécifiques du sur-mesure. On travaille notamment avec les groupes type Envirobat aussi, les associations type Envirobat qui ont besoin de former tous leurs adhérents.
Et puis, le dernier point, c'est sur les guides. Vous avez toute une liste de différents guides qu'on a créés, qui sont disponibles sur notre site internet et téléchargeables. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. On a créé un guide notre volonté, c'est de créer un guide par typologie d'acteurs. Donc, on a déjà la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'aménageur pour le moment. Donc si on fait un focus sur notre entrepôt, donc là c'est une parcelle qui était disponible de manière temporaire. C'est sur Saint-Ouen, au cœur de la ZAC des Docks. L'aménageur, c'est la Sequano sur ce territoire-là. Et Bouvelot, qui est l'entreprise de déconstruction avec laquelle on a monté l'entrepôt, était à la recherche d'un site pour concasser le béton qu'ils avaient issu de leur déconstruction, pour pouvoir derrière le valoriser. Et donc ils échangeaient sur ce terrain avec la Sequano, sauf qu'à proximité, donc là vous avez le concassage, là vous avez notre entrepôt, et ici vous avez une mosquée et une école primaire. Donc il y avait un sujet de proximité avec des bâtiments déjà en exploitation, parce que tout autour c'est en construction. Et donc pour permettre l'implantation du site de concassage, on a mis en place ce grand entrepôt qui fait 1000 m² et qui permet d'isoler notamment en termes de poussière les espaces utilisés. Donc ça a rendu les choses plus acceptables pour la Sequano et ils ont accepté qu'on s'implante. Normalement c'était une implantation qui devait durer 9 mois et finalement ça aura duré presque 2 ans. Donc on doit déménager à la fin de l'année. Donc là, on a 1 an de retour d'expérience déjà sur cette opération. On a aussi monté cet entrepôt avec Ares. Donc Ares, c'est une société d'insertion qui nous a mis à disposition 2 personnes, 3 jours par semaine pour faire la gestion des matériaux à l'intérieur de l'entrepôt. Et aujourd'hui, donc cet entrepôt, voilà, vous avez quelques images. C'est un entrepôt où les professionnels du bâtiment qui ont besoin d'acheter peuvent venir voir les matériaux. Tout l'achat se fait tout de même sur notre site internet où vous avez un peu à la façon des gros vendeurs des boutiques. Et donc nous, on a la boutique entrepôt. Il y a d'autres acteurs du réemploi en France qui ont aussi des entrepôts et qui ont leur boutique sur notre site. Et donc vous avez à peu près voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui c'est pas mal de petites entreprises, d'artisans qui achètent des matériaux. C'est 1000 m², 1000 m² c'est pas énorme pour stocker des matériaux de construction. Donc c'est plutôt dans des petites quantités. Et c'était une vraie expérimentation pour nous. Donc on a testé pas mal de modèles, du négoce, du dépôt-vente, des prestations de stockage. Et ça nous permet d'affiner et de savoir mieux vers où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Tu peux avancer, Anne-Laure, s'il te plaît. Donc là, vous avez quelques indicateurs. Juste sur les 1 an, le nombre de matériaux qui ont transité et qui ont réussi à trouver preneur via l'entrepôt, c'est presque 140 tonnes de matériaux. Et en termes d'économie carbone, on est à 320 tonnes. D'un point de vue économique, vous avez une idée des différents frais, des différents frais entre l'investissement, l'attente, plus Ares, donc l'entreprise d'insertion, et les autres éléments type base vie, électricité, etc. Et puis à droite, les personnes qui travaillent actuellement sur l'entrepôt. Et donc, on a vocation à continuer le développement d'entrepôts parce qu'on est persuadé que le numérique permet vraiment d'accélérer les choses, mais on a quand même besoin de ce relais physique. Et on a identifié 3 types d'entrepôts. Donc le supermarché du réemploi qui est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Le stock de matériaux, donc là on vous a mis une photo d'un parking parce qu'on est en train de rechercher des futurs lieux d'implantation. Et ce type, il y a beaucoup de parkings vides encore aujourd'hui, que certains acteurs nous proposent, et ça peut correspondre à un endroit où on va stocker en grande quantité les matériaux, mais ça ne va pas être un magasin. Ça va être un lieu où on va s'approvisionner en matériaux de différents lieux afin d'approvisionner un chantier, par exemple. On va faire du stockage temporaire parce que sur le chantier, il n'y a pas d'espace de stockage et ils ont besoin d'être livrés à un moment précis. Donc le supermarché du réemploi, on est plutôt à proximité des chantiers avec de la vente directe et des petits volumes, alors que le stock de matériaux, on peut être un peu plus loin, c'est des grands volumes, il y a une manutention qui est importante et on peut centraliser beaucoup de matériaux à cet endroit.
Et puis l'atelier du réemploi. Donc là, vous avez 2 personnes de chez nous qui ont travaillé sur un prototype de structure acoustique avec des dalles de faux plafond pour lesquelles aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à trouver des repreneurs et des tasseaux en bois. Et donc on pourrait développer, enfin c'est ce qu'on commence à faire, développer des partenariats avec des industriels pour reconditionner certains matériaux on va dire à moyenne échelle, pour faire des nouveaux produits, mais issus de matériaux de réemploi. Et donc ici, ça serait un test de prototypage plutôt, pour pouvoir envoyer ça dans un atelier pour produire plus grand. Donc voilà, aujourd'hui, nous, l'enjeu, c'est de trouver des lieux pour s'implanter. Donc l'idée, c'est d'avoir au minimum 18 mois d'exploitation pour pouvoir quand même rentabiliser les choses, mais de s'implanter sur des espaces temporaires, c'est quelque chose qui peut fonctionner, parce que c'est aussi souvent des espaces qui sont à proximité des chantiers, et de trouver évidemment des aides pour subventionner ce type d'implantation, parce que c'est quelque chose qui a évidemment un coût, parce que si on veut que le réemploi se développe, l'enjeu, ça va être de développer des filières pour chaque typologie de matériaux, pour pouvoir assurer l'approvisionnement en matériaux de réemploi sur l'ensemble des chantiers. Donc voilà, bon, le contact de Théophile qui gère l'entrepôt, mais si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez venir nous voir après. Et puis je vais laisser Anne-Laure présenter quelques projets. Je vous ai mis plusieurs... ça, c'est notre cartographie de l'Ouest. Alors moi, je suis correspondante régionale pour Cycle Up dans l'Ouest. On a une agence à Rennes. Donc moi, je rayonne depuis Rennes. Principalement, voilà, Bretagne, Pays de la Loire. Donc l'idée, c'était pour présenter. Alors ça apparaît pas sur le... Oui, on a une trentaine de projets dans le Grand Ouest maintenant, donc réalisés et en cours. Hein. J'ai mis les deux. Je vous ai pas tout listé non plus. L'idée, c'était juste vous donner les plus emblématiques, ou en tous les cas ceux sur lesquels il y a des choses à dire, mais voilà, pour vous dire qu'on un peu la répartition. On est 50-50 entre Bretagne, Pays de la Loire. On travaille avec soit des promoteurs privés, on travaille aussi avec des entreprises qui ont vraiment une démarche RSE poussée. Par exemple, Orange nous a beaucoup fait travailler, on a même un contrat cadre avec eux. On a travaillé avec eux sur Rennes, sur Nantes, on a un projet bientôt sur Lannion. Différents types de projets, ça peut être la rénovation d'un vestiaire ou une réhabilitation d'un local, ou alors tout simplement ils s'en vont, ils libèrent les locaux, et donc du coup on va essayer de maximiser au maximum les matériaux en faisant du réemploi ex situ et en commercialisant. On va travailler aussi avec des institutionnels, par exemple le département nous a confié un diagnostic PEMD, c'est un collège qui va être démoli puis reconstruit à Rennes, le collège de Clenay, et donc on va faire le diagnostic PEMD déjà dans une première étape, et en fonction du diagnostic, si des matériaux sont d'intérêt, que le département a envie de pousser la démarche, et ben on leur proposera derrière une mission. On travaille beaucoup par exemple aussi avec Giboire, qui est un promoteur qui est assez engagé sur ces questions, qui ne met pas forcément plus en avant que ça dans sa communication, mais ils ont pris quelqu'un en interne pour bosser sur les questions d'économie circulaire, et donc ça a été un des premiers là dans l'Ouest avec qui on a vraiment une démarche poussée. Je montrais une fiche référence qu'on a fait, un projet qu'on a fait récemment avec eux. Des bailleurs aussi, on travaille avec Brest Métropole Habitat, réhabilitation énergétique donc par l'extérieur, ITE, et on a un projet aussi sur Vannes, voilà, avec un réemploi de parquet qui va être très chouette aussi, un projet sur lequel ils vont faire travailler une entreprise d'insertion qui va déposer, je crois que c'est autour de 1000 m² de parquet. Ils vont garder le parquet pour le réintégrer dans les sur un futur site à eux aussi. Voilà, pour montrer un peu la typologie de démarche. Et après sur Nantes, on a d'autres types de projets aussi, donc Oli nous a parlé tout à l'heure, c'est approvisionnement extérieur, sourçage, c'est-à-dire on construit en neuf et on va intégrer des matériaux en réemploi, notamment dans des logements. Là, je vais vous montrer aussi des fiches qu'on a, donc ça c'est pas mal de projets qu'on a sur Nantes. Et voilà, et par exemple sur Angers aussi, on a un projet avec le groupe Réalité, la réhabilitation de la CCI pour les locaux. Je ne sais pas si vous voyez le beau bâtiment de la CCI, boulevard René, qui est réhabilité, et donc du coup il y a des éléments patrimoniaux qu'on va garder pour le futur site, et puis on va faire du réemploi ex situ, donc on va aussi commercialiser des matériaux de bureau qui appartiennent, qui étaient les locaux de la CCI, et donc le projet est porté par le groupe Réalité. Voilà. Je prends la main pour celui-ci parce que c'est pas un projet local, c'est un projet qui est à Toulouse. Nous, on est implanté, on a des bureaux à Paris, Rennes, Lyon et Toulouse. Mais d'un point de vue projet, on intervient dans toute la France.
Et du coup, ce projet date d'il y a 1 an déjà. On a été sollicité par le BET qui s'occupait de la déconstruction et de la reconstruction, qui est Aegis Bâtiment, qui nous a missionné pour faire un diagnostic ressources. Donc là, on n'était pas à l'époque où le diagnostic PEMD était demandé. Donc on a fait cet inventaire. Il y avait énormément de matériaux je dirais plutôt patrimoniaux comme les radiateurs en fonte ou le parquet en bois massif qui étaient disponibles sur ce site. C'est un site qui appartient au ministère de l'économie et des finances qui était déconstruit. Et puis il y avait différents éléments, notamment type faïence blanche. Et donc là, on a réussi à valoriser plus de 4 tonnes de déchets. Donc ça fait une quinzaine de transactions, mais dans une transaction, vous avez plein de matériaux vendus. Et en termes d'économie, ça correspond à plus de 30 000 € d'économie. Donc évidemment, l'idée, c'est que ces 30 000 € couvrent les frais de dépose qui sont un peu plus importantes. Et la dépose a été réalisée par une entreprise locale qui s'appelle Cassin Dédé et qui a déposé et conditionné. Vous voyez, là c'est le début du conditionnement qui est fait sur palette et ensuite il y a une protection en vue de leur transport. Mais ça, c'est un premier projet qu'on a fait à Toulouse. Enfin, c'était un des premiers projets avec du réemploi ex situ simplement qui a très bien marché. Alors un projet un peu plus local, enfin à côté de Nantes. Donc là c'est la construction de logements. Alors en habitat participatif. Donc du coup les acquéreurs étaient intéressés aux matériaux qu'ils mettaient puis à la démarche. Hein. On travaille beaucoup avec une maîtrise d'ouvrage qui s'appelle ICO, qui est un acteur qui est extrêmement militant sur ces questions, qui a vraiment envie de porter cette vision, de construire du neuf, mais en faisant au maximum avec du biosourcé, avec du remploi, avec toutes les démarches, on va dire, intégratives. Et on a intégré du parquet, donc c'était, je pense que c'était une première pour nous, en tous les cas à cette dimension, parce qu'on a intégré 450 mètres carrés. Alors ce qui est très marrant, c'est que le parquet venait du projet précédent qu'on vient de voir. Évidemment, quand on peut, on source les matériaux en local, mais c'est pas toujours évident de tout trouver. Notamment le parquet, c'est une ressource qui est rare, c'est difficile à déposer, il y a vraiment des caractéristiques techniques spécifiques. Et du coup, on a eu plusieurs touches, on va dire, de parquet en local, mais finalement, en termes de temporalité, qu'ils l'ont pas fait. Et donc, du coup, on avait ce beau parquet qui était présent à Toulouse, qu'on a fait venir. Alors, je le dis quand même parce qu'on peut se dire, faire voyager des matériaux, c'est pas top. Il faut savoir que quand même sur une ACV, un bilan total, le transport compte, c'est pas une excuse, mais le transport compte peu par rapport à l'extraction, la phase extractive en fait. Donc il vaut toujours mieux faire voyager un peu des matériaux en réemploi que d'intégrer du neuf. Donc ça a été quand même notre choix, même si à terme on tendra vers vraiment du 100% local. Aujourd'hui on est quand même sur une économie qui est assez nouvelle, donc on n'a pas encore la capacité de tout trouver. Il y a des matériaux qu'on source en local parce qu'on en trouve très facilement, d'autres qui sont plus compliqués. Et c'est un discours qu'on n'est pas les seuls à porter. Hein. Beaucoup d'acteurs du réemploi ont le même discours, à savoir il faut vraiment orienter vers ces économies qui sont nouvelles pour que justement on puisse développer suffisamment d'acteurs en locaux, qu'il y ait de l'économie, et il faut vraiment créer des filières pour que les acteurs puissent travailler en fait. Hein. Donc voilà, donc le parc a été mis en œuvre par une entreprise, donc Calandro, qui a posé le parquet dans les logements. Donc il y a eu 16 logements qui ont été faits avec les parquets. Donc vous avez les missions d'accompagnement, qui est une mission classique du coup d'approvisionnement extérieur. On en a d'autres en cours, toujours sur Nantes, toujours avec ICO. C'est ICO et Bâti Nantes cette fois. C'est 27 logements qui sont construits sur la ZAC Mélinette. Pour ceux qui la connaissent, c'est une ancienne caserne militaire qui est en réhabilitation en ce moment. Et eux, donc, ils ont un lot de construction de 27 logements. Pareil, donc ça, c'est un projet qui est en cours. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas les indicateurs réemploi pour le moment. Ce sera pour une livraison de 2023. Mais donc, par exemple, moi, mon travail en ce moment, c'est de sourcer du parquet pour ce projet. Jusqu'à la fin de l'année. Et on a une capacité d'achat direct, donc du coup, d'acheter les matériaux pour ce projet. Et donc, on va intégrer du parquet, on intégrera des pavés, du plâtrage bois, et donc tous les sanitaires, lavabos, WC qui seront mis dans les logements seront en réemploi. Voilà. Donc ça, c'est de ce type de projet qu'on fait qui se développe le plus aujourd'hui. Comme disait Colline, on a beaucoup commencé avec du réemploi ex situ, et c'est vrai qu'on voit vraiment émerger cette tendance, voilà, de projets d'approvisionner des matériaux en réemploi dans des constructions en neuf.
Un autre petit projet que moi j'aime bien parce que c'est un projet vraiment pour le coup local. Alors on n'est que sur 55 mètres carrés de parquet, mais donc c'était avec Giboire. Giboire démolissait 2 pavillons pour construire derrière des logements. Et c'était des pavillons années 30 avec un très beau parquet d'époque qui était extrêmement bien conservé, qui avait été bien conservé par les habitants. Et en fait, on a trouvé du coup en local une entreprise qui faisait un projet d'autoconstruction et donc qui est venue déposer le parquet pour pouvoir le réintégrer sur un projet à même pas 100 km de là. Voilà. Donc c'est limité, mais ça a évité on a évité de mettre ce parquet à la benne. Et encore une fois, bon, voilà, en ce moment, on sait tous les problématiques qu'il y a sur le bois. Et puis le parquet, c'est une denrée extrêmement, extrêmement rare. Donc c'est un chouette projet. Et là, je passe la parole à Colline parce que c'est un projet pas rien. Je vais finir avec ce projet qui est mené par une foncière, Gessina. Il transforme des bureaux en logements étudiants. Et donc vous avez la photo de l'existant, la première photo, et la deuxième c'est la perspective du projet futur. Et donc là, on est à la fois sur un projet de réemploi ex situ et réemploi in situ et approvisionnement extérieur. Donc là, on a vraiment les 3 axes au sein même de ce projet-là. Les architectes, c'est Viguier. Et donc, il y a pas mal de matériaux qui vont partir en réemploi ex situ. Pour ce qui est conservé sur le site, on a des dalles gravillonnées. Il y a des dalles béton qui vont être déconstruites dans le cadre, qui vont être découpées dans le cadre du projet de rénovation, et donc ça va être récupéré et utilisé en bardage du rez-de-chaussée, ce que vous voyez un peu plus sombre sur la perspective. Les chemins de câbles, les mains courantes, c'est des choses qui vont être conservées, enfin déposées, reconditionnées et remis en œuvre. Et les portes avec châssis au sous-sol qui vont aussi être conservées. En termes d'approvisionnement extérieur, on a plusieurs éléments, notamment des pavés de verre pour les façades pignons, un revêtement minéral au sol et donc des chemins de câbles qui doivent venir en complément de ceux qui étaient présents sur le site. Et il y a les protections solaires extérieures qui vont être faites avec des éléments de bardage métallique. Et donc là, il y a déjà un prototype qui a été fait avec une société qui travaille en Île-de-France sur le métal, qui a produit à la base du neuf, mais qui est en train de développer une activité spécifique à la récupération d'éléments métalliques. Ça va de tôles métalliques à des éléments structurels pour pouvoir les réintégrer dans des projets. Et donc il y a une partie des brises-soleil extérieures qui sont des brises-soleil coulissants qui vont être issus du réemploi et intégrés dans ce projet-là. Donc on a quelques indicateurs, donc c'est des indicateurs prévisionnels puisque le projet n'est pas encore livré. Là, l'entreprise est en train d'être sélectionnée aujourd'hui. Et donc ça pourrait permettre d'atteindre 415 tonnes de déchets évités, 66 tonnes de CO2 évités, pardon. Et quand on parle d'objectifs réemploi, donc là REX, ça veut dire réemploi ex situ dans notre vocabulaire, et 20% en masse, c'est-à-dire par rapport au diagnostic qu'on a réalisé, on souhaite que 20% des matériaux qui ont été identifiés trouvent une solution de réemploi à l'extérieur. Juste à titre indicatif, aujourd'hui, le réemploi dans la construction, c'est moins de 1%. Et là, il y a la filière REP qui est en train de se mettre en place, qui est un gros sujet, avec un cahier des charges. Donc la première version du cahier des charges est sortie en consultation il n'y a pas longtemps. Elle n'est pas encore validée officiellement, mais les objectifs de réemploi d'ici à 2024 sont de l'ordre de 2%. Donc c'est quand même assez ambitieux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et normalement, la filière REP permettra de développer les pratiques du réemploi et de soutenir les acteurs qui sont déjà nombreux et qui existent sur le territoire. Et ben, c'est la dernière présentation. Merci de votre attention. On est disponible pour des questions. Et sinon, on a un stand qui est juste là. Juste là. Si vous n'avez pas le temps pour les questions, n'hésitez pas à y passer plus tard. On a encore un quart d'heure. On peut revenir sur des slides si vous avez besoin de plus de détails sur la méthodo ou sur les retours d'expérience. Oui. On va faire passer. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que comment vous effectuez en fait, la traçabilité des matériaux de réemploi pour le client final si jamais vous le faites? Ouais, pour l'acheteur du matériau de réemploi.
Nous, quand on intervient sur les projets, on fait cet inventaire. On met en ligne sur CycleUp. S'il y a une vente, il y a un bon de commande qui est émis. Donc en fait, vous avez le propriétaire A et puis le propriétaire B sur ce bon de commande. Et ensuite, on va suivre la dépose par l'entreprise et suivre la reprise avec un bon d'enlèvement au moment de la reprise. Donc c'est notre moyen de gérer la traçabilité des matériaux. Okay. Et ça, du coup, vous le fournissez à l'acheteur ou pas encore, ou peut-être vous prévoyez de le faire dans le futur? Si l'acheteur achète, il a automatiquement un bon de commande. Okay. Et le bon de commande, il est fourni à l'acheteur et au vendeur. D'accord. Et le bon d'enlèvement, pareil, il est transmis en bilan de projet au maître d'ouvrage à qui appartenait le matériau initialement. Et le bon d'enlèvement, c'est le nouveau propriétaire qui le récupère. D'accord. Et deuxième question par rapport du coup à la REP PMCB que vous avez cité juste avant. Comment vous comptez collaborer du coup avec le futur éco-organisme comme c'est quelque chose de nouveau en fait, toute la partie matériaux de réemploi. Historiquement, les éco-organismes suivaient principalement les déchets. Comment ça va se mettre en place peut-être que vous avez déjà une idée ou peut-être pas. Oui, c'est le début aujourd'hui. A priori, il y a 5 éco-organismes qui sont en train de se positionner, mais ils ne sont pas officiellement agréés puisque le cahier des charges est lui-même pas encore sorti. Ouais. Donc c'est vraiment tout est en plein développement en ce moment. Ce qui se passe en termes de réemploi, c'est que les acteurs du réemploi sont en train de de construire un syndicat des acteurs du réemploi. Donc on a lancé ça mi-mai. Il y a eu 150 participants à la première réunion qui était simplement une réunion d'information. L'AG de constitution du syndicat aura lieu mercredi de la semaine prochaine. Et donc il y aura beaucoup d'acteurs qui font déjà du réemploi. Et les éco-organismes étaient présents aussi à la réunion de lancement, simplement pour se dire, bah voilà, nous on est évidemment intéressés pour connaître le secteur, pour savoir sur qui on peut s'appuyer. Et après, en fonction des spécialités de chacun dans le monde du réemploi, leur objectif, c'est vraiment d'avoir un maillage territorial qui soit national pour pouvoir permettre le développement du réemploi. Et donc, ils sont censés soutenir le développement de ces acteurs pour atteindre leurs objectifs, parce qu'eux ont des objectifs chiffrés et ils ne pourront pas faire ça tout seuls. Donc, il y a pas mal de modèles différents et ça va être vraiment en fonction des spécialités de chaque acteur. Ouais. Mm. Tout à fait. Je voulais juste compléter sur la partie traçabilité des matériaux. Alors effectivement, il y a des fois, on voit dans un sens, on a fait le diagnostic ressources, donc on va voir les matériaux qui atterrissent dans un sens sur la plateforme. Mais la plateforme, elle a aussi sa vie propre, c'est-à-dire que tous les matériaux qui sont mis ne sont pas mis par CycleUp dans un sens pour la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a des artisans qui se saisissent de l'outil ou des entreprises et qui mettent en ligne. Donc dans ce cadre-là, nous on modère les annonces, mais on n'aura pas vu le matériau. C'est la personne qui aura pris en photo les matériaux qui les aura vus dans un sens. Mais l'idée, c'est vraiment de fiabiliser, de donner confiance. Donc du coup, le principe, c'est qu'on modère les comptes, on modère les annonces. Et ensuite, si jamais vous avez on a une assurance, en fait, notre assureur, c'est Alliance, et qui garantit 2 ans les matériaux achetés. C'est le même principe qu'une garantie d'achat neuf. Le principe, c'est si jamais vous achetez une porte sur CycleUp, du coup, on n'aura pas vu potentiellement, et c'est bien une porte que vous recevez, et c'est pas du petit bois ou un lavabo, quoi. Voilà. Donc ça permet justement de donner confiance à l'outil et justement de se fiabiliser par rapport à un Bon Coin ou à des outils qui sont plus grand public, on va dire. Voilà. Par contre, c'est ouvert qu'au B2B. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il faut regarder, c'est les questions des assurances, il faut regarder le détail de l'assurance parce que tout n'est pas couvert dans le cadre de l'assurance. Donc, clos couvert, oui. Typiquement, les éléments coupe-feu ne sont pas couverts, le gros œuvre n'est pas couvert, l'étanchéité n'est pas couvert. Mais ça laisse quand même tous les éléments d'aménagement intérieur. Les équipements techniques ne sont pas couverts, hormis les luminaires. Voilà. Après, sur une porte coupe-feu, c'est un très bon exemple, mais c'est le pire exemple. Enfin, le pire exemple dans le sens le moins simple. Nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, il faut savoir que ça a déjà eu lieu, c'est-à-dire que la halle Colombelle, qui est un projet d'Encore Heureux à Caen, ils ont réussi à remettre en œuvre 2 portes coupe-feu. Donc il y a une validation évidemment du contrôleur technique, c'est un maître d'ouvrage public. Tout s'est fait de manière très très légale. Et là, nous, on a un projet sur lequel la question se pose, c'est à Lyon.
en ce moment. Donc on a les portes coupe-feu qui existent, on a fait passer des spécialistes qui ont vérifié que les portes coupe-feu avaient bien tous les accessoires qu'il fallait et étaient bien en phase avec le besoin. Il y a parfois des portes coupe-feu sur lesquelles il y a encore l'étiquette spécifiant leur performance. Et ensuite, on peut aussi faire réaliser des tests. Alors pour 2 portes, ça ne va pas valoir le coup, parce qu'en fait, il faut dégommer 2 portes pour faire les tests. Mais si on a un gisement de 100 portes, là, ça devient intéressant économiquement. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de méthodologie claire, éprouvée et validée par tous les acteurs, contrôleurs techniques et assureurs, mais le CSTB est en train d'y travailler. Mais en soi, voilà, les choses se débloquent. Sur chacun des projets, on trouve des solutions. Merci. On a encore 10 minutes, oui. Bonjour. Comment ça se passe pour les matériaux pour lesquels vous ne trouvez pas de repreneurs? Et bien là, c'est très simple, c'est que l'idée, c'est de se dire qu'on anticipe la commercialisation. Donc en fait, on va commercialiser avant que la dépose ait eu lieu, avant qu'on commande la dépose à l'entreprise. On met dans le marché de l'entreprise la dépose sélective de chacun des éléments, mais en option. Et si on n'a pas trouvé preneur, la commercialisation, elle est arrêtée juste au moment où l'entreprise commence et on lui valide que la dépose des éléments pour lesquels on a trouvé preneur. Ensuite, et donc ça part soit en déchets, soit on arrive à trouver des acteurs on arrive à convaincre la maîtrise d'ouvrage qu'on peut donner, par exemple, donc elle doit potentiellement prendre en charge la dépose sélective, et du coup on arrive à trouver des acteurs qui vont venir pour du don. Mais on essaye de faire le maximum pour que ça parte, mais si ça part pas, ça part dans les circuits plus traditionnels, et il n'y a pas de... On essaye d'éviter le conditionnement, le stockage de matériaux qui n'auraient pas trouvé preneur. Après, dans certains cas, on a des matériaux qui sont quand même qualitatifs et on a de la place pour stocker, par exemple en sous-sol, dans les places de parking du bâtiment qui est rénové. Donc le maître d'ouvrage décide de se le permettre. Ou alors nous, maintenant qu'on a l'entrepôt, on peut se permettre de racheter des matériaux pour lesquels on est à peu près sûr qu'ils partiront, mais pas tout de suite. Et du coup, on les rachète à bas prix et on les stocke, on les reconditionne, on les trie souvent. Et puis on prend le temps de les vendre, quoi. Merci. Et sinon, autre question, on parle beaucoup de logement, de bureaux, mais pas vraiment d'industrie. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des usines, de l'agroalimentaire par exemple? Non, assez peu. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on vient tous, enfin les fondateurs de Cycle Up, on vient tous du monde du bâtiment. Par contre, en effet, on travaille sur des projets d'usines déconstruites. Et du coup, on est assez peu sur les équipements techniques, quoique parfois les ponts roulants, ce genre de choses. On a par contre les éléments structurels. On a beaucoup de structures métalliques. Là, on peut trouver du réemploi. Beaucoup de briques aussi. Souvent, c'est des vieilles usines en briques. Et ça, en fonction du liant utilisé pour la construction, on peut aussi réemployer. Mais on est plutôt sur les équipements bâtiments. Mais en soi, sur l'industrie, il y a énormément de choses à faire aussi. Et au même titre que sur l'événementiel, il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans le bâtiment, il y a beaucoup de travail. Donc on s'est centré sur le bâtiment. Et peut-être que plus tard, on arrivera à faire autre chose ou que d'autres acteurs sortiront pour l'industrie. Je pensais par exemple des panneaux de chambre froide. Ouais, ça, on n'a jamais réussi à les valoriser. Mais parfois, on en a parce qu'on fait pas mal de Lidl ou de Carrefour, on a travaillé avec ces acteurs-là. Et du coup, il y a nécessairement des espaces avec des chambres froides. Mais sauf si c'est des éléments qui sont récents, où on a les fiches techniques, mais sinon, on n'arrive pas à les valoriser pour le moment. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. D'abord, un grand bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça vraiment très très bien. J'avais juste une question concernant les particuliers. Est-ce que les particuliers ont accès justement à tous ces matériaux? Alors, les particuliers y ont accès par l'intermédiaire de leurs artisans. Mais en soi, nous, voilà. C'est une question d'assurance, c'est une question de connaissance des matériaux, où on est vraiment orienté sur le professionnel, et l'objectif, c'est aussi de massifier et de ne pas faire du cas par cas. Mais n'importe quel professionnel que vous connaissez en tant que particulier, ou personne à son compte, est en mesure d'acheter sur Cycle Up. Merci.
Oui, nous, on vérifie avec un SIRET. Après, il y a des acteurs qui n'ont pas de SIRET, des associations, des organismes publics, mais en général, il y a toujours une vérification de nos équipes sur les acteurs qui s'inscrivent. On a encore quelques minutes, si vous souhaitez. Sinon, On laisse la place au on suivant. vous remercie et voilà, notre stand est juste là. Bah, allez-y. Une petite question, combien ça coûte en fait votre intervention? Alors, sur les prestations de conseil et d'études ou de diagnostic, c'est des missions classiques. Donc là, ça va dépendre de la taille, ça va dépendre de l'ambition. Est-ce qu'on travaille sur les trois axes de réemploi dont je vous ai parlé? Est-ce qu'on se limite à quelques sujets? Un diagnostic PEMD, c'est un diagnostic déchets amélioré, mais c'est pas beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est vraiment des prestations classiques d'accompagnement. Et par contre, sur la plateforme, nous, notre moyen de nous rémunérer, c'est sur une commission juste sur le prix de vente. Donc la commission, elle est entre 10 et 20% du prix de vente en fonction des actions qu'on met en place. Si par exemple, c'est nous qui facturons les acheteurs et qui vous rétrocédons l'argent en tant que vendeur, on prend 20%. Si on est juste une plateforme, on prend que 10%. Merci en tout cas de votre intérêt. Merci beaucoup. Bonne journée.